Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, il n'y aura finalement pas une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale et pour cause, il n'y a pas eu de consensus fort à moins de 6 mois des élections, comme le recommande le protocole de la CEDEAO pour la démocratie et la gouvernance. Les députés étaient en séance plénière aujourd'hui lors du jour porté justement sur le projet modifiant le code électoral. Affaire suite Boti, confrontation entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. C'était très chaud hier dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Prétexte pour la rédaction de poser le débat depuis plusieurs années. Le débat contradictoire dans l'élégance et le respect de la différence sont relégués au second plan. Comment en est-on arrivé là? Pour le psychologue Serigne Mor Mbaye, la société sénégalaise est en perdition. Et puis, Fenêtre d'Afrique, direction Gambie, polémique autour de la nomination d'un proche de Jammeh à la tête de l'Assemblée nationale. Une nomination qui a surpris plus d'un. Les détails, c'est à suivre en fin d'édition avec notre correspondant permanent à Banjul, Amadou Bari. Voilà pour les titres, dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il n'y aura finalement pas eu une augmentation. Il n'y aura finalement pas une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale car il n'y a pas eu de consensus fort à moins de 6 mois des élections, comme le recommande le protocole de la CEDEAO pour la démocratie et la gouvernance. Ainsi, en lieu et place d'une augmentation du nombre de députés qui devait passer de 165 à 172, Aïmé Runing, le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, a proposé le maintien des 165 députés et les 7 députés qui devaient être ajoutés à certains départements soit tiré de la liste nationale. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Di et Seydina Mbaye. Affaire Capitaine Touré à l'IAM, le ministre de l'Enseignement supérieur apporte des précisions selon le document publié en début d'après-midi. Le ministère pour information est entré en contact avec la direction générale de l'établissement. Celle-ci avoue n'avoir pas été mise au courant et après vérification a mis fin au contrat. Synthèse du communiqué avec Omar Khan. L'affaire de l'ex-capitaine de la gendarmerie nationale Seydina Omar Touré n'a toujours pas livré tous ses secrets. Dans un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a avoué ouvertement être derrière la décision de l'IAM de se séparer de l'ex-capitaine qui avait annoncé en début de semaine avoir entamé une nouvelle carrière dans l'enseignement en tant qu'enseignant en sciences juridiques. Et après cette annonce sur les réseaux sociaux, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur disent avoir contacté la direction générale de l'IAM et celle-ci avoue n'avoir pas été mise au courant, a décidé de mettre fin au contrat selon le communiqué. Pour justifier sa décision, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation révèle que plus de 2000 docteurs sont disponibles sur le marché du travail, parfaitement bien formés pour assurer tout type de cours magistraux et d'encadrement. Pour Cheikh Oumar Anne et ses services, l'enseignement supérieur est une vocation et non un refuge. Dans le communiqué, le directeur général de la direction de l'enseignement supérieur montre toute sa fermeté en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les établissements publics comme privés. C'est pourquoi il veille au profil des enseignants, à leur probité et au strict respect des institutions de la République. Seydina Omar Touré a été radié des cadres de la gendarmerie suite à ses sorties sur l'affaire de l'accusation de viol présumé de la masseuse Adji Sarr par le député et opposant Ousmane Sonko. Et après l'annonce de la fin de sa collaboration avec l'IAM, une cagnotte a été lancée par des internautes, une cagnotte qui a déjà dépassé plus de 30 millions de francs CFA. À l'instant, Omar Khan, la société sénégalaise est-elle en perte de repère? ITV pose le débat. Depuis plusieurs années maintenant, le débat contradictoire dans l'élégance et le respect de la différence du point de vue de l'autre ou de sa position sont relégués au second plan et laissent place à la haine sans borne ni retenue. L'audition de la masseuse Adji Sarr en est un exemple patent. Comment en est-on arrivé là? Pour le psychologue professeur Serigne Mor Mbaye, la société sénégalaise est en perdition et cela peut atteindre un point
de nos retours. Je propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Mme Abdougaï Kassé. Nous sommes dans un pays où on pédale farine, où il n'y a rien qui est bien défini, bien clair, dans des rôles, dans des statuts, et où les repères sont complètement brouillés. Mais encore une fois, la confusion règne lorsque on doit insulter des personnes et tout ça, mais parce que aussi les gens ne se retrouvent pas dans cette institution judiciaire. Écoutez, depuis plus de 3 décennies, moi j'écoute, oui, la justice, ça vaut rien, la justice, c'est pour les uns et pas pour les autres. Et lorsque les gens, la confiance ne règne pas dans le rapport aux institutions, ben, c'est le chaos total. Et je dis encore que moi, lorsque je regarde vos télévisions et les gens qui y arrivent, et comment les émissions sont dirigées, et tout ça, ben écoute, ça sature un peu notre imaginaire par la présence de personnages loufoques, complètement délirants, et à partir de ce moment-là, tout est permis. Heureusement que pour l'instant, on en est là. Mais il y a tous les dérives qui sont possibles au sein de cette société parce qu'il n'y a pas d'État, l'État n'est pas organisé en méthode, dans une méthodologie, dans une organisation. Les populations ne trouvent pas de repères à l'offre des services. À partir de ce moment-là, ben, écoute, je dis, il y a tous les possibles. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Et tous les jours, je pense qu'il y a les marques de cette crise-là, de repères, cette crise de valeurs, voilà, et de ce chaos. Reportage du soir. Le vendredi saint, jour de pénitence et de jeûne, est un jour spécial pour les fidèles chrétiens de partager le Ngalar avec les musulmans. Nous avons fait auparavant un tour au quartier Baobab. Certains s'intéressent au Ngalar, d'autres se ruent vers les salons de coiffure. Reportage Aïssatou Khan Mafalfal. Après quelques minutes de marche dans les ruelles de la cité célibataire, nous nous incrustons chez les Dieudonnou. Comme dans presque toutes les familles chrétiennes, se prépare le vendredi saint, moment où le Ngalar a le vent en poupe. On le prépare dans la joie, dans la spiritualité. Hein? Et puis on fait tous les achats. Demain matin, le soir, je vais tremper le pain de sèche. Demain, je me lève tôt pour faire le harao. Vers 1 heure comme ça, on va se préparer pour aller à l'église pour le vendredi saint, le chemin de croix. Parce qu'ici à Saint-Pierre-Baobab, on fait le chemin de croix vivant. Donc, après ça, on rentre à la maison pour distribuer le Ngalar. Avec la charité des denrées de première nécessité, ils reçoivent l'aide de la mairie et font sortir les tirelires. On reçoit des aides, parfois, on complète avec ce qu'on a pour pouvoir faire ce qu'on peut faire. Bon. S'il y en a assez, on peut faire. Hein? Voilà. Même les jeunes ont leur rôle à jouer. Le fils de Mimi, d'origine capverdien, prépare aussi la fête. Comme beaucoup de jeunes, ils font le chemin de croix et distribuent le Ngalar. Nous faisons le chemin de croix vivant, ce qui est extrêmement important dans une génération où le virtuel domine. Donc je pense que c'est essentiel de ramener les gens sur le réel. D'où le chemin de croix vivant, où on nous montre un peu le parcours du Christ, par là où il est passé sa souffrance, pour nous remettre un peu à nous ancrer dans la foi. Bon, après le chemin de croix, nous rentrons à la maison le plus souvent, afin d'aider nos parents par exemple, les filles aident les mamans dans la confection du Ngalar. Et les garçons, notre rôle, c'est un peu le transport. Donc, on prend le Ngalar et on va donner ça à nos tontons, tata et aux voisins, parce que c'est l'esprit. L'esthétique n'est pas épargnée. Dans un salon de coiffure à Baobab, les femmes se donnent un moment pour se faire une beauté. Pendant les fêtes, ça marche petit à petit. Les clients viennent pour se faire belle avec des coiffures très simples.
Il faut qu'on se fasse belle, au moins pour se faire plaisir. Ce vendredi saint rime avec spiritualité et partage. Les familles chrétiennes comptent fêter dans la sobriété et la simplicité. La conjoncture économique oblige. Tout à fait autre chose. La mort de Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga ne laisse pas indifférente l'administratrice générale du FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires. Thérèse Faye se désole de cette situation et la déplore fortement. Elle exhorte au corps médical de redoubler plus d'efforts pour l'amélioration de la prise en charge médicale pour que pareille situation ne se reproduise plus. Écoutons Thérèse Faye Diouf, administratrice générale du FONGIP, au micro de Mamsenou Babou et Augustin Mandang. D'abord, je m'incline devant la mémoire et je voudrais également rappeler que la santé est une nécessité pour tous les Sénégalais, toutes les Ce qui s'est passé à Louga, c'est vraiment dramatique et c'est quelque chose que nous déplorons. C'est la raison pour laquelle le président de la République a pris ces mesures-là. Et ces mesures-là également, c'est pas juste, il ne faut pas que les gens croient que c'est des mesures pour en tout cas pour endormir les populations, non. Donc, l'appel que je voudrais lancer, en tout cas au corps médical, parce que nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des citoyens sénégalais, et aujourd'hui, le Sénégal est un et indivisible. Donc, je voudrais vraiment lancer un appel au corps médical de redoubler les efforts pour améliorer davantage la prise en charge médicale. Le gouvernement est en train de faire des efforts, de réaliser des infrastructures, d'améliorer en tout cas les plateaux médicaux. Donc, je voudrais les encourager, mais les demander également à redoubler vraiment d'efforts pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Le portrait de Thérèse Faye Diouf, administratrice générale du FONGIP, à suivre demain dans nos éditions du soir. Après la société, nous passons à l'économie. Le Fonds international de développement agricole a soutenu les petits exploitants horticoles pour la résilience à la COVID-19. Des semences, de l'engrais et du matériel agricole d'une valeur d'1 million de dollars ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Babacar Seck. Dans le cadre de la relance de l'horticulture durement touchée par la crise sanitaire, le Fonds international de développement agricole a débloqué près d'1 million de dollars pour soutenir les petits producteurs horticoles. Le FIDA a mobilisé 100 millions de dollars pour soutenir globalement 65 pays d'Afrique, mais également d'Amérique latine, pour les venir en aide. Le Sénégal en a reçu un don qui avoisine à un peu plus de 1 million de dollars pour soutenir les petits producteurs dans l'acquisition d'intrants, mais également de petits équipements, mais également un renforcement de capacité et faciliter aussi l'accès au marché aux petits producteurs. Mais ce don vient également en plus déjà de 6 millions de dollars qui a été mobilisé dans le cadre de PAFA Extension et de PADAER pour soutenir en intrant également les petits producteurs qui sont dans les grandes cultures, donc qui vient compléter. La réception de semences horticoles, de l'engrais organique et du matériel horticole constitue un véritable soulagement pour les petits producteurs. En tout cas, ça contribuera à restituer aux exploitants horticoles qui étaient affectés leur capacité de production. Pourquoi? Parce que nombre d'entre eux avaient fait un crédit en son temps pour prendre leurs intrants. Quand il y a eu cette mévente, avec les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont après eu déjà du mal à rembourser, à retrouver un autre crédit. Bref, ils ont eu du mal à redevenir solvables pour continuer correctement leurs activités de production. Ce don, justement, aidera à cela. Pour rappel, 27 000 petits producteurs seront bénéficiaires de ce programme de résilience du secteur de l'horticulture. Le projet d'appui et d'accompagnement aux PME, PMI agricoles et agro-industrielles dans la zone de libre-échange continentale africaine a été lancé à Diamniadio. Cette initiative du Sénégal est soutenue
par la coopération italienne et la BAD, la Banque africaine de développement, qui a financé 77 producteurs pour rendre plus compétitifs les agriculteurs à l'échelle sous-régionale. El Hadj Malick Ndao est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Le projet se traduira par l'augmentation des exportations des produits issus des chaînes de valeur agricole vers le continent africain. Les résultats auront un impact positif sur le développement des chaînes de valeur ciblées et les retombées bénéficieront à des milliers de personnes. Vous l'avez rappelé, que le représentant de la BAD, madame la représentante de la coopération italienne, de montant de 949 695 €. Le financement accordé sous forme de dons permettra de jeter les bases d'une préparation des entreprises agricoles à faire face à la concurrence externe et à développer de véritables stratégies de compétitivité africaine, particulièrement de l'huile à soufre. Il vient également renforcer de nombreux efforts déployés par notre département depuis 2012 pour accélérer le processus de rattrapage que connaît le pays sur le plan du développement socio-économique. Pour ce faire, l'un des leviers importants sur lesquels s'appuie le gouvernement est la modernisation du secteur agricole, mais aussi le développement de chaînes de valeur haute valeur ajoutée et disposant de potentiel dans les Élection présidentielle française. Les touristes français ne veulent pas entendre parler de Marine Le Pen. Ces touristes de la station balnéaire de Saly sont majoritairement contre Marine Le Pen. Alors, le pourquoi, écoutons Muntaga Kane. Dans une terrasse d'un restaurant situé au cœur de Saly, touristes et résidents devisent. L'ambiance est très joviale. Au cœur des débats figurent les élections présidentielles françaises. Patrice, une mine enjouée, se dit foncièrement écologiste. Absolument pas. Ça me fait de la peine de voir que Le Pen est au deuxième tour et qu'au premier tour on a Macron, qui est un très bon président vu à distance. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur l'écologie et que ceux qui veulent représenter l'écologie ne sont que des guignols qui font plus de la politique que de l'écologie. Moi, je voterai pour le premier président qui prendra vraiment soin de notre planète. Patrice n'a voté pour personne, mais il ne souhaite pas la victoire de Marine Le Pen. Elle monte, bon, tant mieux pour elle, moi ça ne me concerne pas, ça me fait de la peine, et j'espère qu'elle ne passera pas. J'ai voté pour personne. On attend le deuxième tour. De l'autre bout de la terrasse, on trouve un autre groupe assis autour d'une table bien garnie de bouteilles de vin. La même ambiance enjouée qui règne. Carole, qui ne supporte pas Le Pen, l'accuse de racisme. Il faut bien réfléchir. Moi, je suis plus pour Macron que Le Pen. Je le dis franchement. J'aime pas les gens racistes. Je déteste. Plus je vis au Sénégal, donc je vois pas comment je pourrais être raciste tout en vivant ici. Le seul à soutenir Le Pen est un sexagénaire qui est venu avec son épouse sénégalaise. À l'instant, le reportage signé par Muntaga Kane, notre correspondant permanent à Mour. En Guinée, le parti de l'ancien président Alpha Condé a annoncé hier soir avoir suspendu sa participation à la conférence nationale pour expliquer sa décision. Le RPG a cité les détentions de plusieurs dirigeants du parti qu'il qualifie d'arbitraires. L'ancien parti au pouvoir en Guinée, le RPG, ne participera plus à la conférence nationale. Pour rappel, les rencontres nationales ont commencé en mars et devraient durer jusqu'au 29 avril prochain. Elles ont été présentées par les autorités comme une plateforme où les partis politiques, les groupes de jeunes, les organisations de femmes et les chefs traditionnels pourraient discuter de ce que le colonel Doumbouya a appelé un nouveau cadre.
Gambie, polémique autour de la nomination d'un proche de Yaya Jammeh à la tête de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire du parti de Jammeh pendant 20 ans. Fabakori Tombong Diatta, proche parmi les proches de Yaya Jammeh, s'est vu propulsé cette semaine à la tête de la nouvelle législature, une nomination qui a surpris plus d'un et qui a suscité l'onde de choc de la société civile qui voit un nouvel errement de Barrow. Fenêtre d'Afrique signé par Amadou Ba. Pour comprendre cette nomination, il faut rappeler qu'en Gambie, sur le 58 sièges de l'Assemblée nationale, les 5 sont nominatifs. Donc, ils sont nommés par le président de la République. Alors, au lendemain de la tenue de ce scrutin, de ces législatives, c'était mardi dernier, le président Adama Barrow a choisi les 5 députés nommés. Alors, il faut rappeler que cette règle figure dans la Constitution de 1997, toujours en vigueur, mais il y a une règle tacite qui voudrait que ces 5 postes reviennent aux minorités ou aux personnes vivant avec un handicap. Alors, cette fois-ci, les 5 personnes, parmi les 5 personnes nommées par le président, figurent Fabakary Tombong Diatta, qui occupait le poste de leader par intérim du parti de Yaya Jammeh. Alors, il a été nommé président de l'Assemblée nationale. Celui qui est le second, le vice-président de l'Assemblée nationale, est revenu également à un autre transfuge du parti de Yaya Jammeh qui s'appelle Sidi Ndiaye. Il faut rappeler que celui-ci aussi a été le dernier ministre gambien de l'information sous Yaya Jammeh. Alors, toutes ces nominations ne rencontrent pas évidemment l'assentiment du public, l'opinion, la société civile notamment, qui est vent debout, qui a dénoncé ces nominations en parlant d'errement du régime de Barrow, qui parle également d'atermoiement parce que même les députés de l'opposition interrogés hier lors de l'installation, lors de l'investiture de cette législature, on plaît à rappeler que Fabakary Tombong Diatta, notamment, il a été pendant 20 ans le président du groupe parlementaire du parti Jammeh à l'Assemblée nationale. On rappelle que toutes les lois liberticides, toutes les lois draconiennes votées ici sous la dictature a été sous sa férule. Alors également, la société civile parle également de tergiversation du président de la République. Comment on peut nommer une telle personnalité quand on sait qu'il a eu des accointances jusqu'à récemment avec l'ancien. Comment on fait de nouveau avec ce recyclage? S'interroger ici. Les gens l'ont dénoncé, malgré tout, leur nomination a été validée par l'Assemblée nationale. C'est juste une formalité car il n'y avait pas de vote, c'était juste une formalité pour les confirmer à la tête de ce pouvoir législatif. Alors ici, les gens continuent de dénoncer cela, mais la nomination est passée, on n'y peut rien. Il faut rappeler qu'avant ces nominations, les élections législatives se sont tenues ici dimanche dernier. Alors le pari, l'un des principaux enjeux, c'était pour le président Barrow qui a formé un nouveau parti, c'était d'essayer d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Les résultats, les élections n'ont pas eu l'effet escompté car ils n'ont pas eu les effets escomptés plutôt car le parti du président n'a recueilli que 18 sièges sur les 53 pour vous imaginer. Alors là, le parti est obligé de nouer des alliances, même de circonstances, pour pouvoir avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À suivre tout à l'heure sur ITV, votre émission Iftar avec Didier Boubs et Imam Pouy. Bonsoir.